Retrouvez dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche enregistrée samedi 10 janvier 2026 en lien avec l'association Les Amis de Jaurès avec l'historienne Stéphanie Maffre, maîtresse de conférences à l'université de Toulouse-Jean Jaurès autour de la publication de son livre La trame du passé et le fil de l'histoire, l'invention de Mazamet, catholiques, protestants et autres, aux presses universitaires de Rennes. Elle était en dialogue avec Olivier Loube, professeur d'histoire en classe préparatoire. Bonne écoute. Alors, il me revient de parler en premier. Pourquoi ? Pour deux choses. Premièrement, au nom des Amis de Jaurès, je me réjouis que ce partenariat que nous avons noué l'an passé, qui existait déjà en tant que, je dirais, fréquentation assidue de la librairie Ombre Blanche par nos adhérents et tous nos amis et tous ceux qui s'intéressent au savoir historique qui nous est cher. Mais je crois que c'est pas mal qu'on présente les ouvrages, surtout quand ils sont rédigés par des Toulousains, et c'est le cas aujourd'hui. Donc, c'est très bien que nous puissions faire des partenariats. Il y en aura un autre le 16 février avec Amos Reichmann qui vient de prendre un ouvrage original sur l'assassinat, sur l'assassin plutôt de Jaurès, Raoul Villain, et qui apporte pas mal de choses, mais ça, on verra plus tard. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est Stéphanie. Bon. Vous savez ou vous ne savez pas que j'ai eu 10 000 étudiants, moi. Bon. Nul ne peut l'ignorer. Mais parmi les étudiants, il y en a dont on se souvient davantage parce qu'on a pu les suivre, etc. Et Stéphanie, qui est devenue une collègue, comme Olivier Loube, pas tout à fait à l'université, mais presque. Et donc, on est amené à se trouver souvent. Stéphanie a eu beaucoup de professeurs brillants en histoire contemporaine. J'en citerai deux qui sont dans le livre et dont elle nous parlera. C'est Rémi Casals et Pierre Laborie, auquel le livre est dédié. Bon, mais je crois qu'avec elle, il y a un petit point qui joue quand même. C'est que, comme disait un certain Pierre-Joseph Proudhon, nous sommes nés et nous avons été élevés au sein de la classe ouvrière. Je crois qu'on peut le dire, ça. N'est-ce pas, Stéphanie ? Ouais. C'est sûr. Alors aujourd'hui, je suis content d'introduire, même si c'est mon ancien étudiant également, Olivier qui va mener le jeu. Je ne veux pas piéter sur lui, mais le livre de Stéphanie est très original parce que il est enraciné dans un espace qui est non loin de Toulouse, qui fait partie de l'environnement, et aussi des difficultés de notre région, puisque c'est Mazamet, grande ville industrielle du 19e et du 20e siècle, qui aujourd'hui a un peu décliné sur le plan économique, mais pas sur d'autres plans. Mais surtout, c'est un livre de méthode. C'est un livre qui a attiré l'attention d'une grande anthropologue et historienne qui est Arlette Farge, qui a fait la préface quand même. C'est quelque chose d'intéressant et de significatif. Et puis, je crois que Stéphanie n'a pas hésité à reprendre des analyses, des positions. Écoutez-moi, je ne supporte pas qu'on parle pendant que je parle. On va parler Non, mais c'est toujours pareil. Bon, je ne changerai pas. Maintenant, j'en ai pas pour longtemps. Vous n'en avez pas pour longtemps à me supporter, mais je ne changerai pas. Alors, j'étais en train de dire que l'histoire elle progresse par le fait de remettre en cause ce que les prédécesseurs ont fait. Nous succédons, nous travaillons, enfin, ça marche comme dirait quelqu'un que je révère beaucoup et que nous révérons beaucoup ici, c'est-à-dire Jean Jaurès, ça fonctionne comme l'onde sous l'onde en une mer sans fond. Et puis il y a aussi, c'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle
à sa source. Et ceci dit, j'ai assez parlé, et c'est à nos ordres de continuer. Merci. Merci Rémi. Tu veux pas, c'est quelque chose. Voilà. Merci beaucoup, cher Rémi. Et c'est vrai c'est ce qui fait qu'on est un groupe représentatif de 2 sur 10 000 ici. Et alors après, bon, on a la salle, l'innombrable cohorte. Pour dire ceci, d'abord pour remercier la librairie Ombre Blanche, Christian Torel particulièrement, et Maxime Lagarde, qu'on a aperçu ici et qui est désormais, cher Max, celui qui s'occupe dans la librairie Ombre Blanche des rencontres et des événements. Donc voilà, ces remerciements sont vraiment ad personam, fait avec beaucoup de plaisir. C'est quand même la chance que nous avons à Toulouse d'avoir ce cycle qui sont des conférences et qui nous permettent à la fois de nous tenir à jour et de participer au débat civique et public. Et ce livre en fait partie. Stéphanie Maffre, qui est désormais maîtresse de conférences donc à l'université Toulouse-Jean Jaurès, effectivement, Toulouse-Jean Jaurès. Alors, faut écouter quand on parle, nous aussi, hein, c'est monsieur le professeur. Donc, non, mais... Eh bien... est incontestablement une mazamétaine et une historienne. Et comme tu l'as dit, cher Rémi, l'originalité de ce livre, c'est à partir d'une étude de cas, proposer une réflexion sur ce que c'est d'être historienne, en l'occurrence. Le métier d'historien, c'est ainsi que c'est dit en particulier en préface, mais je crois plus profondément aussi l'écriture de l'histoire. Voilà. C'est en ce sens-là que ce livre a choisi de mettre ce qu'on met habituellement en sous-titre en titre. C'est-à-dire que le titre aurait pu être sur Mazamet, aurait pu être l'invention de Mazamet, et non, c'est devenu le sous-titre. Et c'est pas si fréquent que les titres mis en avant soient de fait les titres profonds. Habituellement, c'est ce qui est réservé aux sous-titres. C'est en sous-titre que l'auteur ou l'autrice dit ce qui, au fond, constitue pour elle ou pour lui l'essentiel de son travail ou de ses envies d'être compris, d'être comprise, en l'occurrence ici. Alors, ce livre joint l'utile à, non pas l'agréable, mais à l'indispensable. Hein. L'utile, c'est l'étude de cas. C'est utile de partir d'un terrain, comme diraient les anthropologues ou les sociologues, d'un terrain qui est balisé à nouveau frais. Stéphanie Maffre n'est pas la première à s'occuper de l'histoire de Mazamet, et tu as cité tout à l'heure Rémi Casals, qui évidemment a produit une thèse à laquelle on s'est tous nourris, faut bien le dire, qu'on soit mazamétain ou pas, hein, qui était une thèse d'histoire sociale sur les ouvriers de Mazamet, dirigée par Roland Trempé, et effectivement, ouvrier mais pas forcément ouvrière, on y reviendra. Hein, parce que c'est l'apport de Stéphanie Maffre d'avoir réintroduit ceux qui ne sont pas au départ dans la catégorie attendue, hein, c'est-à-dire les femmes, les étrangers, et on y reviendra. Donc ça, c'est l'utile. C'est très utile de revenir sur des terrains que l'on pourrait croire balisés, mais comme tu l'as dit, hein, l'histoire est sans fond, qu'elles doivent revenir à ses sources, nécessairement. Et d'ailleurs, produire des sources nouvelles, c'est ce que tu as fait aussi, chère Stéphanie. Et l'indispensable, c'est désormais ce que faisaient nos devanciers, mais nous, on y est conduit, j'allais dire, par métier désormais. Il ne faut pas prendre nos ancêtres pour des Gaulois. Les Brodel, etc., réfléchissaient évidemment à la façon d'écrire l'histoire. Mais désormais, il est absolument indispensable, en même temps que l'on donne les résultats de l'enquête que l'on produit, de dire comment on a travaillé et en particulier comment est-ce que l'histoire travaille en nous les façons de l'écrire. Et ça, c'est ce qu'on trouvera, que vous trouverez, si vous ne l'avez pas déjà lu, soyez nombreux pour la dédicace tout à l'heure, les livres sont en vente au fond, pour cette histoire-là. Bon, l'utile et l'indispensable. Alors, l'écriture réflexive de l'histoire à partir d'une étude de cas démarre dans notre histoire. En fait, je ne vais pas faire chapitre par chapitre, mais quand même, je voudrais qu'on commence, chère Stéphanie, par ce qui est de l'ordre de l'hommage vivant. Parce que ce livre est aussi un acte de reconnaissance. Il y a 3 personnes qui apparaissent très vite
dans l'ouvrage ou dans les remerciements. Marc Bloch, notre père à tous, si je puis dire ça comme ça, et en juin, il entre au Panthéon, comme vous le savez, et il y a un fort bon numéro de l'Histoire, hein, qui est aussi un partenaire de la librairie et du festival Histoire à venir, tous les mois de mai, dans la belle ville. Un fort bon numéro sur Marc Bloch. Inévitablement, j'allais dire, on y vient, mais cet inévitable est un bonheur. Et la citation que tu donnes met en avant ce verbe moteur de l'écriture de l'histoire qui est comprendre. Comprendre, etc. Mais on n'a pas compris la façon de faire de l'histoire de façon désincarnée. Il y a 2 références, celle qui fait la préface, bien sûr, Arlette Farge, et celui qui est cité sans être dit dans le sous-titre, hein, catholique, protestant et autres, renvoie à résistant vichysois et autres, qui était la thèse de 3e cycle, comme on disait à l'époque, et à propos du Lot de Pierre Laborie. Alors, première question, dans les héritages vivants, Stéphanie Maffre, qu'est-ce que tu dois et qu'est-ce que doit ce livre surtout à Pierre Laborie et à Arlette Farge? Bonjour, merci Olivier, merci Rémi, merci à la librairie Ombre Blanche. Alors, ce livre, il doit à ces deux historiens éminents qui ont animé ensemble un séminaire à l'EHSS pendant de nombreuses années. Il doit à ces 2 historiens, je crois, 2-3 choses. La première, c'est une citation de Pierre Laborie que j'ai au-dessus de mon bureau qui dit que la principale qualité de l'historien, c'est l'humilité. Parce que face aux questions que l'on soulève, face aux sources qu'on découvre, etc., le travail de l'historien, c'est celui de l'humilité. Et comme j'ai eu la chance de l'avoir en cours D, la licence, et puis de l'avoir ensuite comme encadrant en maîtrise, en DEA, etc., intellectuellement, c'est une rencontre qui m'a profondément influencée et qui a peut-être été celle qui m'a donné le goût de faire ce métier. Et Arlette, c'est une autre... Arlette Farge, pardon. Ouais. C'est une autre belle rencontre qui s'est faite paradoxalement après la disparition de Pierre. Quand je me suis trouvée un peu en difficulté pour finir cette thèse, j'ai osé contacter Arlette et elle a été là. Et je connaissais ses écrits, je connaissais ses travaux. Puis Arlette, c'est une femme. Et les femmes historiennes qui sont reconnues et qui sont citées, on commence à en avoir quelques-unes, mais voilà, c'est compliqué dans ce milieu-là d'exister en tant que femme aussi. Et Arlette, je savais qu'en allant vers elle, j'allais pouvoir être aidée sur la question de l'invisibilité. Et voilà, c'est une moderniste, Arlette. Mais voilà, ces deux historiennes-là m'ont inspirée. Et m'ont inspirée, pas simplement intellectuellement, mais aussi dans leur humilité par rapport à l'approche du métier. Oui, alors une humilité qui n'exclut pas la conviction. Hein, parce que l'un comme l'autre, l'une comme l'autre, sont et étaient des historiennes et des historiens de grande conviction. Et en particulier, et c'est le dédoublement de ma première question, une réflexion sur le fait qu'on ne comprend rien au comportement si on ne va pas sonder les imaginaires. Et que si on ne voit pas la respiration entre les imaginaires et les comportements. Hein. Là, les deux ont été des grands maîtres, hein, pour le dire comme ça, de cette approche de l'histoire en la simplifiant un petit peu. Alors, justement, dès les premières lignes de la préface d'Arlette Farge et dès les premières lignes du livre, il y a et figure le paradoxe mazamétain. Alors, dédoublement, étude de cas, qu'est-ce que c'est que le paradoxe mazamétain? Et puis, réflexion sur l'histoire, pourquoi le qualifier de doxa? Alors ça, c'est intéressant parce que ça a été un long cheminement. Ce que j'appelle le paradoxe, c'est probablement le récit qu'on fait d'un passé qui serait paradoxal. L'objet du livre étant de déconstruire cet apparent paradoxe, prouve qu'il n'y a peut-être pas de paradoxe en fait. Hein. Je vais essayer de perdre personne. Qu'est-ce que c'est Le fait que le vote serait assigné à une appartenance religieuse. Voilà. On vote à droite parce qu'on est catholique, on vote à gauche parce qu'on est protestant. C'est donc cette phrase qui est écrite, qui est répétée, qui est même reprise dans les années en 79 dans la revue L'Histoire par Michel Perrault, qui dit Mazamet, voilà, il y a un article dans l'Histoire qui explique ça. Et moi, mon sujet de maîtrise avec Pierre Laborie était déjà sur cette question-là. Je ne comprenais pas, à
parce que moi, je venais d'une famille. Parce qu'à un moment donné, l'historien parle de quelque part. Hein. L'égo-histoire fait partie. Moi, je viens d'une famille où on n'était pas protestant, mais où on votait à gauche. Donc, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Soit il faut qu'on se convertisse, soit il faut qu'on vote autrement, soit il faut qu'on change qu'on se convertisse, quoi. Ça ne va pas. Et alors, la conversion? Non. Et ce que je voulais dire par rapport au binôme Laborie-Farge, c'est que ce sont deux historiens qui m'ont appris qu'on avait le droit de critiquer ce qui était passé avant nous. Moi, je me souviens très bien de Pierre en m'expliquant qu'on avait le droit, j'osais pas critiquer Marc Bloch dans mon travail de DEA. Et Laborie m'a dit, mais à un moment donné, on a le droit de dire que Marc Bloch, ça peut se nuancer, etc. Et Farge, Arlette, m'a dit, mais à un moment donné, tu peux aussi dire que Laborie a peut-être pas fait les choses ou dit des choses assez lancées. C'est-à-dire, chacun m'a convaincu qu'on avait le droit, quand on fait de l'histoire, même le devoir peut-être d'aller interroger et réinterroger ceux qui nous inspirent, etc., qui sont inspirants pour nous. Ça ne veut pas dire que parce qu'on les critique ou on nuance leurs propos, on les reformule, qu'ils ne restent pas inspirants pour nous. Oui, d'autant que Marc Bloch ne s'est pas privé de critiquer ses devanciers et d'une façon bien plus virulente quand on le relit, que nous ne saurions faire de nos jours. Et on a d'ailleurs peut-être un peu raison parce que c'était dévastateur. Lui et Lucien Febvre, dans les Annales, faisaient des comptes rendus de livres qu'on n'oserait, je ne crois pas, publier de nos jours, tellement ils sont assassins de la façon de faire. Donc, oui, critiquer. Mais alors, j'y reviens. Le paradoxe mazamétain, ce n'est pas simplement que l'on vote à gauche parce que l'on est protestant et que l'on vote à droite parce qu'on est catholique. Se rajoute une lecture de classe à cela, qui est laquelle? Qui est le fait que les ouvriers sont catholiques et que les patrons sont protestants. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve dans une affirmation où le religieux, le social et le politique sont entremêlés et semblent aller de soi. Et que donc les patrons voteraient à gauche ou votent à gauche parce qu'ils sont protestants, si on va jusqu'au bout de la phrase classique, et que les ouvriers à Mazamet, et à Mazamet seulement, voteraient ou votent à droite parce qu'ils sont catholiques. C'était ça le paradoxe mazamétain tel qu'il était dit et repris. Il y a donc à Mazamet un climat spécial qui nierait le lien de classe avec le vote parce qu'il y a le critère religieux, c'est-à-dire de la culture religieuse qui prendrait de la place. Bon, alors pourquoi est-ce que c'est une doxa? Je lâche pas l'affaire. Une doxa, c'est parce que c'est un récit qui se répète inlassablement, qu'on finit par répéter sans plus trop savoir qui l'a posé, où il prend sa source, qu'on ne vérifie plus, en fait, qu'on ne va pas vérifier. D'où l'intérêt d'aller dépouiller toutes les archives des élections municipales, législatives, présidentielles, etc. D'où l'intérêt d'aller interroger les cartes électorales, d'où l'intérêt de se confronter en fait à ce travail d'archives qui est précieux, parce que là, pour le coup, les témoignages c'est pas le témoignage qui nous aide, c'est le travail d'archives. Et cette doxa que j'essaie d'amener à la fin, voilà, elle se construit sur du long terme, en fait. Elle se construit sur plusieurs décennies et elle finit. Une doxa, c'est quelque chose qui fait que finissent même par l'intégrer ceux qui n'ont pas eu droit à la parole pour dire que peut-être ça s'était pas tout à fait passé comme ça. Oui, c'est une idée collective aliénante pour ceux qui non seulement la reçoivent, mais la transmettent. Elle n'a pas été produite par eux. Quand je dis aliénante, c'est-à-dire qu'on se réfère à un récit, ou plutôt on se conforme à l'idée que ce récit dominant est nécessairement le vrai récit, y compris pour son cas, quand bien même il dessert, y compris l'endroit social auquel on appartient. Oui, mais justement, l'originalité de ce livre, qui est franchement formidable sous cet aspect-là aussi, c'est que Stéphanie Maffre vient de nous le dire, pour comprendre ce qui est une idée reçue socialement acceptée, eh bien, il faut, pour comprendre et déconstruire, il faut voir ça sur du temps long. C'est rare les ouvrages d'histoire politique du XXe siècle. Alors, du côté Arlège-Farge et XVIIIe siècle, on y est beaucoup plus habitué. Du côté médiéval, encore plus. Mais les ouvrages d'histoire politique du contemporain le plus proche, du très contemporain, comme disait Pierre Laborie, ils sont rares ceux qui vont s'étaler dans le temps jusqu'à rechercher une sorte du temps long du politique. Alors, vous savez depuis Fernand Braudel que le temps politique, c'est le temps court. Mais
Dans ce cas-là, remonter jusqu'au 19e siècle, d'abord, c'est un sacré boulot. Il faut saluer la performance. Non, mais je dis ça aussi à un historien. Il faut se les faire, toutes les séries. Hein. Si vous voulez remonter jusqu'au cœur du 19e siècle pour comprendre ce qui se passe dans la tête des Mazamétains de 2025, c'est quand même très important. Et surtout, c'est fort en termes de résultats. Et ce résultat-là, et moi, c'est la question suivante que j'aimerais te poser, finalement, nous montre, parce qu'avant de déconstruire, il faut voir les constructions. Enfin, plutôt, le premier acte de la déconstruction de l'histoire, c'est de comprendre les constructions qui se sont produites. J'ai cru repérer qu'il y avait eu 3 temps dans la construction de cette doxa, de ce lieu commun transféré à toute la population mazamétaine, ou presque. Eh bien, quels sont ces 3 temps? Comment s'est construit, comment s'est ancrée cette idée que à Mazamet, seul lieu au monde à incarner ça, donc une identité particulière, singulière de Mazamet, eh bien, comment comprendre que ce soit construit cette idée que les patrons votent à gauche parce qu'ils sont protestants et que les ouvriers votent à droite parce qu'ils sont catholiques? Alors, les 3 temps, je vais essayer d'être synthétique. Les 3 temps, on a la fin du 19e où des juristes, plutôt des historiens du droit de Toulouse, de Montpellier s'intéressent à cette ville et commencent à dire qu'on est dans une ville où on a un patronat de confession protestante qui est plutôt dans une démarche paternaliste, donc plutôt aidant pour ses ouvriers. Donc on a la fin du 19e et on a 2 auteurs majeurs qui sont des notables protestants de la ville et qui sont issus de grandes dynasties industrielles. On a Georges, je vais me planter, Tournier, parce qu'ils sont cousins, et on a Édouard Cormoule-Soulez. On a 2 auteurs issus de grandes dynasties industrielles qui écrivent des histoires de Mazamet qui s'inspirent beaucoup des historiens du droit du 19e, etc. Et en fait, qui reprennent, voilà, et qui expliquent même que l'histoire Mazamet, le début de... Parce que l'invention des origines, voilà, l'histoire de Mazamet commencerait même avec les seigneurs de la montagne au 5e siècle. Enfin, on est dans des récits, des épopées fabuleuses. Et donc, on a 2 auteurs issus de grandes familles industrielles mazamétaines qui donnent leur vision de Mazamet. L'un, Tournier, beaucoup plus sur le côté protestantisant, comme dirait directeur de thèse Patrick Cabanel. Tournier est attaché à ce qu'une histoire de ces protestants qui, je le cite, ont fait la ville. Faire l'histoire des protestants de Mazamet, je cite aussi, c'est faire l'histoire de Mazamet. C'est-à-dire que si on veut comprendre Mazamet, en gros, c'est l'histoire des protestants de la ville. Ce qui invisibilise une grande partie de la population. Tout le reste. Voilà, tout le reste. Ensuite, on a un second temps qui est celui du centenaire du délénage, donc en 1951, où on est dans l'après-guerre. Et donc, voilà, c'est l'affiche qu'on trouve au musée du travail de Roubaix. Ah oui, de Roubaix. Oui, libre de droit au musée du travail de Roubaix. Ouais. Et c'est l'affiche du centenaire. Alors, tout d'un coup, voilà, on décide de faire un centenaire du délénage de Mazamet. Et là, on remobilise, on est sur un événement, je ne sais pas si je détaille maintenant ou plus tard, qui s'adresse à 2 catégories. Un, après la guerre, il faut revendre l'industrie française à l'étranger et le commerce. Donc, Mazamet, qui est une ville qui a été peu impactée par l'occupation et son outil industriel est en état de marche, symbolise bien ces villes moyennes industrielles. Donc, par rapport aux anciens partenaires étrangers commerciaux, le centenaire du délénage s'appelle Congrès international du délénage. On a 2 noms, en fait. Un pour la population des grands corps d'État français et des partenaires commerciaux étrangers. Et ce congrès va basculer en centenaire du délénage pour la population de Mazamet, qui est censé là retrouver, on est censé un peu refaire société après la guerre, essayer de refaire du commun, on dirait aujourd'hui. Et donc, on a deux niveaux de lecture de cet événement où on raconte le fait que le délénage aurait 100 ans. Ça veut dire que s'il a 100 ans, il est né en 1851 grâce à un homme providentiel, Élie Houlet, Élie Houlet, etc., etc. Et puis on a etc. Alors qui est cet homme? Ouais. Alors Pierre-Élie Houlet. Pierre-Élie Houlet, mais on n'est pas des spécialistes. Ouais, non, Pierre-Élie Houlet, c'est effectivement un entrepreneur mazamétain du 19e siècle. Et le délénage, en fait, ça a été expérimenté dans plusieurs villes avant Mazamet.
à Bédarieux, à Nîmes, à Montpellier. C'est pas des mazamétains qui ont l'idée tout d'un coup de séparer la laine de la peau de mouton, puisque le délainage, c'est ça, hein, c'est séparer la laine du cuir. Et là, si on reste dans l'adoxa, c'est cet homme-là qui a eu l'idée de faire venir des peaux d'Argentine pour inventer cette industrie et donc ça décolle, ça explose. Bon, si on lit d'autres auteurs, des contemporains, ils disent oui, enfin, à Bédarieux, à Nîmes, à Montpellier, ils ont essayé, ça n'a pas marché très bien, et c'est probablement lié aux qualités de l'eau qui permet le délainage. Donc, Mazamet, c'est peut-être pas non plus. Il y a des gens qui ont réfléchi avant les mazamétains. Et puis, on a des versions qui expliquent que non, c'est pas Pierre-Élie Houlet qui a eu l'idée, c'est son contremaître. Voilà. Et quand on rentre dans le détail, on voit que bon, c'est pas si simple que ça. Donc, on aurait, en tout cas, au centenaire du délainage, on décide que c'est en 1851, l'année où meurt Pierre-Élie Houlet. Il meurt l'année... Non, c'est un peu compliqué d'attribuer un homme à l'invention d'une industrie, alors que ce qu'on a inventé en fait à Mazamet, c'est pas tant une industrie qu'une façon de commercer et un moyen de spéculer. La laine est devenue un outil de spéculation comme le cuir, et Mazamet, des années 1880 aux années 1970, avait sa Banque de France qui, en termes de transactions, était la seconde après Paris en France. Donc, si vous avez l'occasion d'aller visiter l'hypercentre de Mazamet, vous verrez les bâtiments, vous verrez les bâtisses, vous verrez que cette ville a brassé beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, c'est en photo dans l'ouvrage. Ouais. On a la photo de la Banque de France de Mazamet. Est-ce qu'il y a toujours... Alors non, elle a été fermée, hein, mais le bâtiment existe toujours. Non, mais voilà, le bâtiment existe toujours. Ouais. Et le troisième temps, et c'est là que mon travail le danger, c'était qu'il y ait une mise en abîme, c'est que le troisième temps de l'institutionnalisation du discours, c'est le travail de Rémy Casal, en fait. Rémy, il a énormément apporté à l'histoire de Mazamet, parce que c'est le premier historien, d'abord c'est le premier universitaire qui s'y intéresse. Et il se dit, on va donner la parole aux ouvriers, parce que finalement, tous ceux qui racontent l'histoire de cette ville, ce sont soit des notables, ce sont le plus souvent des protestants, des dynasties de famille, et personne ne s'intéresse aux ouvriers. Donc Rémy fait un travail sur un temps très court, la grève de 1901, et il fait un travail qui marque profondément, parce que dans les années 70, au moment où il le fait, il y a encore des ouvriers des usines de délainage et de mégisserie qui travaillent à Mazamet, et là, une partie de la population a l'impression qu'en fait, on s'intéresse à elle. Si on comprend bien, l'invention des origines, c'est dans le second temps. Le premier temps, c'est celui de l'ancrage de récits, mais qui est un récit qui provient des élites protestantes et des universitaires de droit, juristes plutôt. Dans le second temps, il y a un récit, cette fois-ci, qui devient collectif, et c'est pour ça qu'il y a invention des origines, parce que là, la doxa s'ancre dans tout le champ social, dans toute la population mazamétaine. Et le paradoxe dans le paradoxe, c'est quand même que dans ce troisième temps, le travail universitaire remarquable de Rémy Casal, finalement, ne contribue pas à déconstruire la doxa. Alors, ça, c'est un paradoxe d'un paradoxe. C'est-à-dire que les études universitaires dans ce troisième temps ne visent pas d'ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas l'objet. Hein, son objet est ailleurs, et c'est peut-être pour ça. Alors, le paradoxe se poursuit. Pourquoi ? Moi, j'ai une hypothèse, mais... Alors, je pense qu'au départ, moi, j'insiste toujours sur le fait que l'histoire, on ne peut pas comprendre le travail d'un historien si on ne comprend pas à quel moment il a écrit et quelle était l'ambiance et le contexte local, national, international dans lequel il a écrit. Non, c'est pas moi. Donc, continuons, s'il vous plaît. Donc, j'insiste parce que le moment où Rémy travaille, dans les années 70, on est dans un moment historiographique en France très axé sur l'histoire sociale, l'histoire quantitative, l'histoire sérielle. Et Rémy, il dépouille une quantité d'archives sur les salaires, les grilles de salaire, etc. Enfin, il fait un vrai travail sur cette grève de 1909. Il fait un énorme travail. Simplement, peut-être que, si j'ose un peu la provocation, un des points communs entre le travail de Rémy, entre le travail universitaire de Rémy et les récits protestantisants de l'histoire de cette ville, c'est peut-être une sorte d'anticatholicisme. C'est là-dessus peut-être que la lecture communiste ou socialiste, je ne sais pas comment il faut dire, en tout cas marxiste et protestante peuvent se retrouver. C'est que les responsables de
de ces ouvriers qui décidément seraient stupides à tel point de voter à droite, c'est le fait qu'ils sont catholiques. Et donc, il y a un anticatholicisme qui est réel. Voilà. Et donc, on explique que si les ouvriers n'arrivent pas à s'émanciper, c'est la faute des prêtres et de l'Église catholique. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Et donc, le travail de Rémy, il s'ancre dans une période, les années 70, début 80. Or, depuis, l'historiographie a avancé. Et Rémy, ce que Rémy apporte, c'est s'intéresser aux ouvriers. Et petit à petit, Rémy, alors ça, je ne peux faire que des hypothèses, et je l'explique dans le livre. Il a continué à travailler, puis s'éloigner de Mazamet. Il est parti sur la Première Guerre mondiale, etc. Bien sûr. Et son récit qui ne convenait pas du tout quand il est sorti aux responsables économiques de la ville, qui ne convenait pas du tout, petit à petit, quand la ville rentre quand l'économie, l'industrie de Mazamet s'effondre, on a besoin quand même de se référer à un passé glorieux, on a besoin d'un passé fabuleux. Donc, les anciens ou les descendants, je ne sais pas comment il faut dire, les héritiers de ces classes dirigeantes vont se réemparer du récit de Rémy et vont finalement se l'approprier aussi. Mais pour être tout à fait honnête intellectuellement, il y a des protestants à Mazamet qui travaillent dans les usines. Et cela, on n'en parle pas non plus. Les ouvriers protestants, j'ai eu la chance d'en interroger. Voilà. Oui, il y a les mêmes fantasmes autour des protestants qui existent autour des juifs, hein. C'est-à-dire que nécessairement, ce seraient des élites sociales et économiques aussi. Ce qui, sur le terrain, et en réalité, est tout à fait discutable. Surtout pour une ville qui, au début de tes statistiques, moi j'ai été frappé parce que je ne le savais pas, on a quand même une proportion de protestants à Mazamet qui est proche de la moitié des habitants. Hein, lorsqu'on se place au début. Alors, la moitié des habitants comme élite, ce serait quand même une forme assez extraordinaire. Je sais bien que Mazamet est un endroit tout à fait central et décisif, mais alors là, au point que la moitié des habitants composent l'élite économique et sociale, évidemment, ça nie la notion même d'élite économique et sociale. Moi, effectivement, l'hypothèse, mais qui est issue de ton livre, évidemment, en grande partie, c'est que au moment même où s'opère une déprise économique, c'est-à-dire où ce que représente cette image Mazamet, centre du monde du délainage, parce que c'est ça, il y a une carte derrière ce délaineur qui montre que Mazamet est au centre, et ce qui n'était pas faux, au passage, de l'industrie du délainage. Lorsque cette image-là ne correspond plus à la réalité, de fait, ce que permet le récit héroïque, c'est de garder une identité positive. Alors même que la réalité sociale économique est celle d'une déprise de la puissance de la ville de Mazamet, évidemment, le récit qui est le récit de l'invention des origines, etc., il prend d'autant plus de place qu'il vient prendre la place de la réalité. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que ce récit prend toute son importance. Mais, et excusez-moi de faire mon petit et très inférieur Jacques Chancel, et Dieu dans tout ça. Alors, le Dieu des protestants, le Dieu des autres, mais quand même, qu'est-ce qu'on doit garder ou qu'est-ce qui fonctionne encore ou qu'est-ce qui fonctionne autrement, par exemple par l'essentialisation d'une identité religieuse, dans cette lecture qu'à Mazamet, il y a des catholiques, il y a des protestants, ce sont deux identités différentes. Et donc, là, la question, c'est qu'est-ce qui peut rester? Est-ce que le récit de l'identité de Mazamet comme étant lié aux identités religieuses ou aux cultures religieuses de la population, c'est quelque chose qui tient encore ou c'est quelque chose que ton travail a transformé? Alors d'abord, Mazamet n'est pas la seule ville où on retrouve ces poètes-là. Et si j'ai consacré un chapitre à ça, à la comparaison avec d'autres villes ouvrières, pour essayer de voir à quelle ville Mazamet pouvait ressembler et interroger le concept de comparaison en histoire aussi, parce que qu'est-ce qu'on compare? Et donc, je pense que ce qui joue à Mazamet, contrairement à des villes proches, comme Decazeville, Carmont, Groyer, qui sont très proches, qui sont des villes minières ou industrielles et où le vote ouvrier est beaucoup plus ancré à gauche, je pense que Mazamet, il y a d'abord un enclavement. Voilà. On parle beaucoup de la 69 aujourd'hui, et je pense que l'enclavement de Mazamet de la vallée du Torrey est encore prégnant aujourd'hui, c'est-à-dire on est dans un endroit enclavé. Et les montagnes sont à la fois des barrières physiques, puis aussi on a des frontières imaginaires. Et le religieux, en fait,
On retrouve ça souvent dans les discours à partir des années 1930, 1920, 1930. Et puis bon, on a la période de l'occupation qui arrive encore. L'important à Mazamet, dans les discours, on dit c'est pas tant d'être catholique ou protestant, c'est d'être religieux. C'est-à-dire, il faut être quelqu'un de religieux. Et en fait, les mots qui reviennent à Mazamet, c'est la famille, la religion et le travail. Et le fait d'être religieux, alors on n'est pas sur le côté des syndicats, mais même les leaders syndicaux, notamment de la CGT, notamment Isidore Barthé, si je ne me trompe pas, tous les dimanches, il est à la messe, le leader syndical CGT de Mazamet. Donc le religieux a une empreinte forte. Et donc il y a une vraie originalité mazamétaine quand même de ce côté-là. Et comme on n'a pas d'arrivée d'étrangers, contrairement à Decazes, à Carmont, à Groyer qui arrivent, en fait, on n'a pas l'arrivée. Les Espagnols arrivent à la fin des années 30, mais avant eux, il n'y a pas de Polonais, il n'y a pas de Belges, on n'a pas d'étrangers qui arrivent et qui donnent à voir ce qu'est l'altérité. On se retrouve dans un bassin où en fait, les étrangers, c'est ceux qui descendent des montagnes parce qu'il n'y a plus trop de travail à la campagne. Donc, c'est les enfants de paysans des monts de la Cône, des monts de l'autre côté de la montagne noire. Et en fait, l'étranger, c'est l'étranger proche. En fait, c'est des étrangers, c'est des enfants de paysans ou qui viennent comme domestiques ou comme travailleurs ou travailleuses dans les usines. Hein. Et on n'a pas d'étrangers. L'étranger, on le découvre plus tard. Et je pense que le religieux, il n'a pas été bousculé beaucoup non plus à cause de ce facteur-là, je sais pas, à cause. Ouais. C'est extrêmement original, ça, quand même, pour l'histoire industrielle de la France. Hein, parce que la plupart des bassins industriels et ouvriers français sont nourris en termes de population ouvrière par l'immigration. Hein, l'essentiel de l'effort industriel, l'essentiel de la mutation de la France paysanne en France industrielle ne s'est pas faite avec des paysans devenant ouvriers, cas de l'Angleterre, hein, très classique, mais c'est fait avec l'apport étranger, on le sait en raison de la démographie française, hein, qui est dans une période de baisse de naissance. Et là, le cas mazamétain est une forme d'isolat, hein, très particulier, et qui permet de comprendre donc deux choses, à la fois la composition sociale, mais aussi l'univers, qui est l'univers mental, hein, l'univers religieux, la culture, hein, pour le dire comme ça. Et donc, il y a, et ça c'est un très grand apport de ta thèse, il y a bien une singularité mazamétaine, mais elle n'est pas à l'endroit où on l'a placée d'habitude. La singularité mazamétaine, elle relie le social et le culturel. Le social du fait qu'on a une population ouvrière qui est locale, quand bien même elle ne serait pas mazamétaine, elle vient des monts de la Cône, etc. Donc on est quand même dans du local, et un local qui fait que l'aspect religieux se prolonge, se poursuit, dans un cadre qui fait que forcément la doxa peut s'ancrer parce que l'environnement culturel est religieux profondément. Et de fait, au-delà en termes d'identité, de cette identité religieuse, les idées progressistes, voire révolutionnaires qui peuvent être portées dans des endroits moins enclavés, n'arrivent pas non plus. C'est très compliqué. Et ça, on va en parler juste après. Mais j'aurais une dernière question sur cet aspect du lien entre le religieux, le social et le politique. Alors, après cette enquête, après avoir dépouillé toutes les élections, parce que, je répète, ça est d'expérience pour le coup, c'est quand même un travail nécessaire, mais remarquable. Est-il vrai ou pas que la population ouvrière de Mazamet vote plus à droite à Mazamet que dans le reste du pays? Est-il vrai ou pas que les élites dirigeantes qui sont protestantes en majorité, ça c'est pas faux non plus, votent plutôt à gauche? Alors, c'est assez simple en fait. À partir de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 40, pour le faire simple, on se répartit les rôles. Le député est catholique, est toujours issu de la famille Reillesoult, et le maire est plutôt protestant à Mazamet. Alors, ça peut être issu de la famille. Là, il y a moins de. Jusqu'à quand le maire est protestant à Mazamet? Le maire est protestant jusque. Oui, mais ça, c'est avant la Première Guerre mondiale. Donc, c'est ce que je suis en train de réfléchir, puisque
on a un maire protestant nommé à la Libération, mais qui en remplace un autre, parce que chez les protestants, là aussi, on a les réactionnaires et on a les progressistes. On a un maire protestant, c'est jusqu'au mandat. Non, c'est avant Montlaur, celui avant Montlaur dont j'ai perdu le nom. Quelles années à peu près? C'est les années 60 à peu près. Voilà. Non, C'est les années 60. Mais ce qui est intéressant, c'est que de fait, bien sûr qu'une majorité des ouvriers vote à droite, parce que dans cette ville, en fait, quasiment beaucoup de monde vote à droite, et c'est pas juste une question de religion et de catégorie sociale. Cette ville, elle n'a plus de municipalité de gauche depuis le mandat de Vidal, c'est-à-dire depuis 1912. Il n'y a pas eu il y a jamais eu d'alternance politique à Mazamet depuis 1912. Ça fait plus de 100 ans aujourd'hui. Donc, et quand je dis pas d'alternance politique, ça peut aller d'une droite plutôt sociale à une droite nationaliste qu'on pourrait qualifier d'extrême droite, parce qu'on a quand même un maire à Mazamet au moment où Vichy arrive, dont le fils est à l'Action française, enfin voilà, très... Et Mazamet, c'est le seul conseil municipal du Tarn, ou quasiment, qui n'est pas démis en 40 et qui reste en place de 40 à 44 ans. Ah ouais. Ça, c'est quelque chose aussi dans ton travail qui est remarquable, c'est il n'y a pas simplement des groupes sociaux qui sont oubliés, dont on va parler tout de suite, il y a aussi des périodes qui sont plus qu'ailleurs. Alors, de façon souriante, on pourrait se dire, tiens, voilà, donc finalement, un endroit qui est un peu isolé, qui est un peu dans une forme d'endogamie sociale, hein, où se reproduit Mazamétain et Jean de Laconne ensemble, qui est dominé plutôt par le religieux et nécessairement de droite. Ça veut dire aussi que la droite est variée aussi, quand même. Et c'est ça, quand même. Alors, la droite est variée, mais ça veut dire aussi que les élites religieuses, économiques et politiques arrivent à s'entendre pour qu'un système se mette en place où les ouvriers et les ouvrières soient de fait assez bien bordés pour qu'il n'ait pas envie, je crois que c'est Xavier Vignat qui aborde cette expression, de céder au chant des sirènes, entendant par là les sirènes communistes, socialistes. Une grande partie de cette entente sur un ordre social mazamétain qui est contrôlé donc par les chefs d'entreprise, qu'ils soient catholiques ou protestants, par le clergé catholique, mais aussi les pasteurs protestants, et donc par les élus en place, qui sont le plus souvent conservateurs, font à un moment donné, le discours qui a été tenu, c'est Mazamet est une ville en avance sur le Front populaire. Moi, je dis plutôt Mazamet est une ville qui a suivi Rerum Novarum et le catholicisme social de Léon XIII, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et de fait, non, on n'est pas en avance sur le Front populaire à Mazamet. On suit Rerum Novarum quand la papauté s'inquiète de la question ouvrière. Et de fait, on a un ordre social qui est bien clavé, qui est bien contrôlé, qui fait que de fait, politiquement, on n'a pas de revendications qui émergent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des ouvriers ou des ouvrières qui essaient de revendiquer. Hein. Bien sûr. Ouais. Mais tout ça, comme c'est dit dans le film du Centenaire, tout tourneront et de nouveau, on fonctionne entre nous. Voilà. Alors, ce qui est, après avoir creusé un petit peu Dieu dans tout ça, on pourrait se demander quand même, mais et la CGT dans tout ça? Parce que là, on a vu ce qu'il en était de l'originalité très forte du religieux à Mazamet, mais et tu l'as déjà esquissé avec le fait qu'on a quand même le leader local de la CGT qui va à la messe, ce qui est tout à fait son droit, la question n'est pas là, mais qui est original quand même dans la construction du syndicalisme français. Rémi citait Proudhon, etc., et particulièrement la CGT. Alors là, c'est un autre paradoxe. Dans le paradoxe, qu'est-ce que c'est que cette CGT mazamétaine et quel est son dieu, si je puis dire? Alors, la CGT mazamétaine, en fait, elle apparaît au moment... Rémi l'explique bien, Rémi Casal, dans son livre, au moment des grandes grèves de 1909, qui ont duré près de 6 mois. À un moment donné, des leaders de... Ouais, mais voilà, les leaders de la CGT s'intéressent à Mazamet, parce que la CGT, c'est le premier syndicat créé en France. Donc, en 1909, c'est le seul. Et on se met dans une configuration où
les chefs d'entreprise comprennent l'intérêt qu'il y a à ce qu'un syndicat existe pour les ouvriers, mais comme le dit le maire de Mazamet, l'écrit le maire de Mazamet en 1927, la CGT de Mazamet, c'est bien parce que c'est une CGT qui ne fait pas de politique. Elle ne s'occupe que du travail. Un syndicat maison? Ouais, un syndicat maison et auquel on est obligé d'adhérer à partir de 1909. Si on veut travailler. Si on veut travailler. Et ce qui est, c'est pas propre à Mazamet, en revanche, hein, ça pouvait exister ailleurs. Mais de fait, ce syndicat est en situation de monopole et quand en 1920, je crois, émerge notre syndicat, la Confédération française des travailleurs chrétiens, l'ancêtre de la CFDT, qui émerge grâce aux femmes. Je le dis parce qu'on ne parle pas beaucoup de femmes dans cette histoire. Voilà. Et donc, on a 2 femmes, et notamment une, Julienne Eraille, qui se dit mais quand même, moi, je ne suis pas marxiste. Moi, la CGT, ses idées, elles vont contre mes idées. Moi, je suis une catholique pratiquante et c'est à l'usine qu'il faut convertir les ouvriers et ça ne va pas. Et quand la CFTC essaie de voir le jour et de se monter à Mazamet dans les années 20, eh bien, c'est... CFTC, tu veux dire. La CFTC, pardon. La CFTC, c'est... Alors, pour le coup, là, j'ai trouvé mes archives fort précieuses aux archives diocésaines du Tarn et que j'ai pu croiser avec celles des archives départementales. C'est le maire de Mazamet, Tournier, donc droite nationaliste, on dirait aujourd'hui extrême droite, qui dit « Je ne souhaite pas que notre syndicat existe dans la ville parce que je ne veux pas qu'il y ait de discorde entre les ouvriers. Ce qui fait la richesse de la ville, c'est la concorde des ouvriers et le fait que les ouvriers et les patrons s'entendent bien. Si un autre syndicat émerge dans la ville, ça va être compliqué. » Et là où on pourrait penser que la CFTC aurait le soutien du clergé catholique, autant l'évêque la soutient, autant le clergé local est pas super serein. Et finalement, cette CFTC, elle va mettre presque 10 ans à pouvoir exister. Et lorsqu'elle voit le jour, paradoxalement, c'est la CFTC qui pose les questions dérangeantes sur l'ordre social et économique de la ville, là où la CGT est toujours dans une logique de collaboration de classe. C'est quand même extraordinaire. Là, à bon droit, les Mazamétains peuvent se dire exceptionnels. Là, ouais. Ça fait plusieurs paradoxes dans le paradoxe que tu soulèves et qui sont plus intéressants que la doxa elle-même. Et que la CFTC puisse être considérée comme un syndicat dérangeant par un patronat qui lui-même est très religieux dans sa façon de concevoir les choses, ça montre que ce qui est plus important, et c'est l'objet d'un dernier volet avant de vous donner la parole, parce que la règle du jeu, c'est qu'au bout d'une heure, la parole soit à vous. Format formidable aussi, qui est celui de Histoire à venir, festival qu'on ne présentera jamais assez avec bonheur. C'est la 2e fois que je le fais, mais bon, voilà. Eh bien, beaucoup plus sérieusement, ça signifie qu'il faut aller au-delà de la frontière classique dominé-dominant, et qu'il faut s'intéresser à quelque chose que tu mets en avant, qui existe en partie, mais alors auquel tu prêtes une attention et tu donnes une importance que moi j'ai trouvé passionnante, c'est-à-dire le fait que passer de dominé-dominant à l'introduction d'une catégorie qui est celle des minorés, et une partie considérable de l'apport de ton travail qui intervient à la fin du livre autour de ce chapitre qui s'appelle les 100, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans l'histoire officielle. Ceux qui sont donc les femmes en particulier, et d'où Arlette Farge aussi, comme référence tutélaire, mais vraiment, qu'est-ce que ça signifie de parler non plus de dominés, mais de minorés, et puis comment réintroduire dans ce récit, comment fabriquer ce récit classique, canonique, donc ça, comment fabriquer un alter-récit qui intègre à la fois les ouvriers protestants, puisqu'il y en a, qui intègre les femmes qui sont quand même la majorité des laineuses et qui évidemment ne sont pas sur l'image du délainage, bien sûr. Donc comment délainer l'histoire de Mazamet en faisant une alter-histoire donc, de ces catégories sociales, en commençant, si tu le veux bien, après que je vous ai bien perdu, par ce qu'est cette histoire de minoré face à dominé. Alors pourquoi est-ce que minoré, ça apporte quelque chose à dominer, et ensuite quel alter-récit? Alors là, je me suis inspirée des travaux de Philippe Blanchet, qui est un historien qui a réfléchi sur cette question-là et qui explique qu'il ne suffit pas d'être les plus nombreux pour être les dominants.
que les rapports de domination, ça passe pas forcément par le fait d'être majoritaire. Ça, c'est une première étape. Et à Mazamet, si je reste sur les années 20, 30, 40, bien sûr, les catholiques sont majoritaires, bien sûr, les ouvriers sont majoritaires, mais de fait, de par leur incapacité alors pour diverses raisons, à s'émanciper ou à prendre, à être plus en capacité d'agir, leurs mots et leurs actions sont minorés et donc ne sont pas vraiment entendus. Minorés, ça veut dire que on peut être la moitié de la population de ce pays, les femmes sont la moitié de la population de ce pays. C'est pas parce qu'on est la moitié de la population de ce pays que quand on parle, notre parole est prise en compte autant que celle des hommes. Dans les usines, le travail de peleur qui est en photo sur la couverture, c'était des femmes en fait qui le faisaient. Les femmes, on ne les entend pas. On les entend peu. Moi, quand je vais interroger des femmes, que ce soit des femmes d'origine ouvrière ou d'origine milieu industriel, elles me disent systématiquement quand on commence les entretiens, mais j'ai pas grand-chose à vous raconter. Si vous voulez, il vaudrait mieux que vous parliez avec mon époux, si elles sont mariées, ou il vaudrait mieux que vous alliez voir, parce que moi, j'ai pas grand-chose à vous raconter. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que pour arriver à parler avec les femmes, y compris des femmes d'anciens syndicalistes, d'origine très modeste, elles me disent non, mais ça, c'est à mon mari qu'il faut demander. Moi, je n'ai fait que lever les enfants et faire à manger. Et pour arriver à avoir un entretien juste avec elles, c'est pas simple, mais quand j'ai aussi interrogé l'épouse d'un chef d'entreprise, on est toutes les deux seules dans la pièce, et dès que son époux rentre dans la pièce, il coupe la parole et il dit ouais non mais ça s'est pas tout à fait passé comme ça, et je suis obligée de dire à monsieur, je suis prête à vous accorder un entretien, il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui je suis venue interroger votre épouse qui a des choses à raconter en fait. Et les femmes, c'est compliqué parce que elles se sentent toujours illégitimes à parler. Donc, on a les femmes comme minorées, on a les catholiques, et si les catholiques épuisent autant les protestants à Mazamet, les protestants n'en peuvent plus des catholiques parce qu'ils font toujours des processions, on les voit partout dans les rues, et ça fait du bruit, et c'est ridicule, et voilà. Sauf que ces catholiques, leur seule façon de se rendre un peu visible dans l'espace public, c'est en faisant des processions, c'est en faisant le grand spectacle de la Passion du Christ pendant plusieurs années. C'est de se rendre visible parce que de toute façon, ils n'ont pas la main sur grand-chose. Voilà. Et il n'est pas très progressiste, ce catholicisme. Non, mazamétain, il est si je peux me permettre. Mais alors, il y a des catholiques progressistes. Mais ceux-là, pareil, ils sont doublement minorés. Les catholiques progressistes, c'est compliqué parce que ils sont pas forcément respectés chez les catholiques, mais ils sont pas non plus respectés s'ils sont ouvriers ou employés, parce qu'on considère que les idées politiques qu'ils portent ne vont pas. Et puis les femmes, ok, les cathos progressistes, ok, et les étrangers. Parce qu'on va pas faire semblant qu'il n'y a pas d'étrangers quand même à Mazamet. À Mazamet, il y a une mosquée. Alors, il y a deux mosquées. Il y a une mosquée qui a été construite dans un ancien délénage, en fait, dans une ancienne mégisserie, cachée au fond des bois. S'il y en a qui connaissent Mazamet, on est du côté du Bousquet, etc. Et cette mosquée, si on ne sait pas où elle est, on ne peut jamais la trouver. Et moi, quand j'ai essayé il y a une artiste mazamétaine qui fait de superbes livres, qui dessine beaucoup sur Mazamet, Jeannette Camp, quand je lui ai dit mais ta partie sur la religion à Mazamet, pourquoi tu n'intègres pas les musulmans, parce qu'il y a quand même des musulmans qui sont arrivés dans les années 60. Oui, c'était la question que je posais. Voilà. De quand date cette mosquée dans les bois? Alors la mosquée dans les bois, je ne suis pas arrivée à trouver la construction, mais on a une population de confession musulmane qui arrive en gros dans les années 60, ce qui n'est pas exceptionnel classique, dans le pays. Et pour pratiquer, il faut trouver un lieu de culte discret, il ne faut pas qu'on les voit non plus. Et là, je suis allée, pareil, j'ai pu interroger quelques travailleurs d'origine marocaine qui travaillaient à l'usine, parce qu'ils ont travaillé dans les usines après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est des populations qu'on invisibilise, comme si seul le catholicisme et le protestantisme avaient leur mot à dire. Et le local. Et le local, voilà. Mais justement, cette invisibilisation, comment tu l'as dépassée? Parce que, y compris dans ton livre, il n'y a pas d'image de femmes qui délainent. Il y a des 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 femmes qui délain
Mais est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas du tout? Et est-ce que tu as, là, je vais dans, et est-ce que tu as la possibilité de savoir quelle était la proportion d'ouvrières par rapport à la proportion d'ouvriers? C'est-à-dire faire le boulot de Michel Perrault à l'échelle de Mazamet. Alors ça, je l'ai pas fait. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'en revanche, quand on s'intéresse au travail de la laine, c'était assez genré la répartition des tâches. Donc, les hommes faisaient ce qu'on appelle le travail de rivière, c'est-à-dire on trempe les peaux dans l'eau de rivière pour ramollir la peau, etc. C'est un travail dur, qui est hyper dur parce qu'à cette saison, vous voyez, le travail de rivière, quand l'eau est à 7 degrés, voilà, et les rhumatismes. Voilà, on en a à qui on a donné la médaille du travail à 55 ans sur le cercueil, en fait, parce que voilà. Ah non, mais la posture, vous avez tous les images là. Et façon de travailler la laine, c'est et ce travail de rivière, ensuite, il faut accrocher les peaux pour les faire sécher. Donc, c'est les hommes qui font ça. Et le pelage, effectivement. Alors, le sabrage, on coupe les pattes, on enlève les impuretés de la laine, etc. C'est souvent, ça peut être des hommes, c'est souvent des hommes qui le font, mais le pelage sont les femmes. Parce que le pelage, a priori, alors le pelage avant industrialisation, parce que la mécanisation arrive après, on a un banc de bois et avec un couteau, on sépare la laine. Voilà, et ça, c'est plutôt les femmes. Et ça, c'est les femmes. C'est totalement contre-intuitif, parce que toutes les images que tu as trouvées, c'est que des hommes qu'on a sur là. Et moi, j'étais persuadé que, je dis pourquoi, hein, mes propres représentations, que justement parce que c'était un travail considéré comme celui du mineur, le plus noble et le plus dur, vous voyez, et noble parce que dur, hein, etc., était réservé plutôt aux hommes et que les femmes étaient dans le tri ensuite du fait des laines plus ou moins de qualité, on enlève les impuretés. J'avais cette image, comme les mineuses, que ça n'existe pas, mais qui triaient en surface sur la table de tri du charbon. Donc là, tu nous dis que le plus dur finalement, était quelque chose, sauf l'eau, évidemment, il n'y a pas l'eau. Je ne suis pas sûre que. En fait, tout est dur dans cette industrie-là. Oui, c'est vrai. Tout est violent et tout abîme le corps. Mais quand même, le pelage. Et le pelage, ça tue le dos. Et puis, c'est l'image emblématique. Ouais, c'est ça. Voilà. Et il y a une photo, je crois qu'elle est dans le livre, la photo, qui a été prise. Tu sais, cette photo, il y a tous les peleurs là. Oui, elle est dans le livre. C'est une photo de 1912, et en fait, on s'en sert, les érudits locaux ou les gens qui ont écrit sur Mazamet la mettent à n'importe quelle sauce. Ouais. Ils s'en servent pour montrer le pelage, le dénage à la fin du 19e ou en 1920, alors que cette photo, elle est prise en 1912. Enfin, c'est pas... Et on met des hommes en pause en train de peler, alors qu'essentiellement, ce sont les femmes qui pèlent. Et voilà. De toute façon, il n'existe quasiment que celle-là. Elle est dans le fond de Rémi Casal, cette photo. Elle est page 221, pour celles et ceux qui, bien entendu, et en masse, achèteront le livre. Voilà. C'est ça. Mais pour revenir sur la minoration, ça veut dire qu'au-delà des rapports de domination, qui sont essentiels à aller repérer, la minoration, c'est arriver à se dire que parmi les dominants ou les dominés, il y a des minoritaires qu'on n'entend pas. Et comment on fait pour leur donner une voix, en fait? C'est ça qui est compliqué. D'autant que les dominants des dominés sont souvent porteurs du discours dominant qui lui-même les minore. Bon, j'arrête avec ce genre de choses, mais c'est très important pour comprendre ce qui se passe, en fait. Et le pire serait de vous invisibiliser à notre tour et de ne pas vous donner la parole. Donc c'est le moment, il est midi à peu de choses près, donc de vous donner, pour celles et ceux qui le souhaitent, la parole à propos de cette étude de cas mazamétaine qui, vous le voyez, renvoie à une histoire de la France, une histoire du travail et une histoire des catégories minorées ou pas, et comment on va au-delà, comment faire l'histoire à l'heure actuelle, c'est produire des alter-récits. Et j'ai oublié tout à l'heure, tu as dit que j'avais mis en titre ce que d'autres auraient mis en sous-titre. C'était justement parce que je ne souhaitais pas qu'on pense que ce livre était une monographie de Mazamet. Je voulais vraiment qu'on comprenne que c'était aussi un travail sur l'histoire et le métier d'historien, voilà, à partir d'une étude de cas. Mais tout ce que tu as dit en témoigne d'ailleurs, de cet échange, de ce lien entre l'étude de cas et l'indispensable réflexion sur l'écriture de l'histoire. Alors, qui souhaite poser... Non pas la première, c'est toujours plus difficile, mais la seconde question. Hop. Merci. J'aurais voulu que tu reviennes sur ton travail d'enquête, parce que Olivier a pas mal évoqué la question des archives. Toi, tu as parlé un petit peu des entretiens avec certaines femmes.
Et je me demandais comment est-ce que tu articulais cette part de l'enquête orale et du travail d'archives et ce qu'apportait de particulier et dans quelle mesure avait été réalisable une enquête orale. Merci parce qu'effectivement les deux vont de pair. Mais les enquêtes orales, j'en avais fait une première vague il y a quelques années, puis j'ai réactivé. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je suis passée par les EHPAD. Je suis passée par les EHPAD pour arriver à avoir un maximum parce que de fait, les témoins qui m'intéressent, ce sont des gens qui étaient âgés. Et il y a pas mal d'EHPAD à Mazamet, EHPAD catholiques, EHPAD protestants. Même là, ça continue. Et puis EHPAD public. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que l'EHPAD public, le médecin m'a contacté en me disant « Mais votre démarche m'intéresse. S'il vous plaît, venez. » Alors, j'ai fait un premier tour de piste avec les résidents qui étaient intéressés, puis dont le médecin pensait que ça pouvait être intéressant de parler avec eux. On a parlé tous ensemble. Ensuite, ceux qui avaient envie de discuter avec moi à titre individuel, on a pris des rendez-vous individuels. Et là, c'était essentiellement des femmes, parce que l'espérance de vie est plus longue. Et des femmes qui sont allées, et ça, j'ai trouvé ça fabuleux, jusqu'à me parler de leur vie de femme, de leur vie privée, leur vie intime. Et ensuite, j'ai pris en parallèle, j'ai fait par les réseaux, c'est-à-dire en allant interroger tel ancien chef d'entreprise ou tel syndicaliste, on m'a dit mais il y a aussi machin que tu pourrais l'interroger. Alors c'est là qu'on est limité, c'est que pour faire de l'enquête orale, à un moment donné, j'ai lancé des appels via le journal local, la Dépêche du Midi. Personne, je n'ai eu qu'un retour, alors que vraiment on a lancé, j'ai essayé de toucher un maximum de personnes. Le seul retour que j'ai eu, c'était très chouette parce que c'était une ancienne institutrice à moi, dont je parle d'un livre et dont le papa protestant travaillait à l'usine et qui expliquait que quand on était à l'usine, pour le coup, la solidarité entre ouvriers était plus forte que les inimitiés religieuses. Mais en fait, ce travail d'enquête, il m'a servi à la fois de questionnement pour ensuite chercher aux archives. Et à certains moments, il m'a servi à valider des hypothèses que je formulais quand j'étais aux archives, valider ou invalider. Et sur le terrain, est-ce que ça a été ressenti comme ça ? Et la limite, c'est que le travail d'enquête se fait sur des générations courtes. Donc les premières enquêtes que j'avais faites il y a une vingtaine d'années, ce qui est intéressant, c'est que je n'avais pas tout à fait les mêmes réponses que 20 ans plus tard. Donc ça veut dire que dans les représentations, les imaginaires, ça évolue aussi. Et ça, c'était vraiment intéressant. Voilà. Je ne sais pas si je réponds. Si, je peux juste ajouter. Et est-ce que tu as pu t'appuyer aussi sur des sources autobiographiques, des mémoires Alors voilà, j'ai toute la première partie de mon travail s'appuie sur parce qu'alors des ouvrages sur l'histoire de Mazamet, à Mazamet, il y en a des tas. La semaine dernière, il y avait encore un auteur qui dédicaçait à la librairie de Mazamet sur un livre qu'il a écrit qui s'appelle Le cri de la laine. Et on reste... Les auteurs qui continuent à écrire aujourd'hui sur Mazamet ne font que répéter la phrase « les ouvriers votaient à droite parce que catholiques ». C'est-à-dire ça ne bouge pas. Et il y a des tas de gens qui ont écrit des biographies ou des autobiographies. On a pas mal d'érudits locaux qui ont écrit. Et j'ai pris le temps d'analyser tous ces écrits-là aussi pour montrer ce qui faisait qu'il y avait une vulgate, en fait, et qu'elle traversait le temps. Bonjour et merci pour cette discussion. J'avais une question. Alors, la précédente parlait plutôt de ce qu'on pouvait encore faire avec les humains vivants. Vous avez évoqué le fait que vous êtes remonté jusqu'au XVIIe siècle. Non ? Oui. Quelles sources vous avez utilisées ? Qu'est-ce qu'elles racontent, ces sources ? Alors, ça serait une première question, excusez-moi. Et la deuxième, elle est liée au caractère d'isolat qui a émergé de la discussion de Mazamet. Mais certes, j'en prends note, mais enfin, les circulations humaines, elles existent quand même. Les familles, même ouvrières, elles n'étaient peut-être pas toutes centrées à Mazamet. Peut-être que certains fils ou filles allaient travailler plus loin. Oui ou non, je ne sais pas. Est-ce que en termes d'idées et de circulation de personnes, comment Mazamet a construit aussi, comment cet ensemble humain a construit aussi son caractère d'isolat ? Alors la première question, moi aux archives, je suis remontée jusqu'au 19e. Les infos que j'ai sur le 18e et le 17e, je les ai eues par le biais d'auteurs de cette époque-là ou d'étudiants qui ont fait des mémoires de master, notamment
je vais pas retrouver, Pierre-Édouard Bonneville, qui a fait un travail sous la direction de Valérie Sotocasa sur les protestants mazamétains au XVIIe siècle. Donc, j'ai pu m'appuyer sur quelques travaux intéressants de mémoire de master à l'université. Et là, on voit qu'effectivement, il y a eu conversion massive au protestantisme dans cette région-là par le biais des circulations des marchands, des commerçants, etc. Pour ce qui est de la seconde partie de votre question, selon le milieu social auquel on appartient, si on reste sur... Alors, parce que c'est pareil, parfois, il faut rentrer dans la chronologie fine. La fin 19e, ce n'est pas les années 40, ce n'est pas les années 70. Donc, si je reste sur la période 1900-1940, voire ensuite jusqu'aux années 60, ceux qui partent, ceux qui vont ailleurs, c'est les enfants de chefs d'entreprise ou de contremaîtres. C'est ceux-là qu'on va envoyer en stage à Buenos Aires, qu'on va envoyer en stage en Argentine, en Australie, se former. Et encore aujourd'hui, on a des descendants de ces familles qui ont fixé leur vie là-bas. Et ce qui est... le fait de rester là-bas, les populations ouvrières en bougeaient pas vraiment de Mazamet jusqu'à ce que le chômage arrive, en fait, jusqu'aux années 80, parce qu'après, il a fallu trouver du travail et peut-être... Puis les enfants ont fait des études aussi. À Mazamet, pendant très longtemps, il n'y a pas eu de lycée. C'est comme à Groyer, parce que s'il y a un lycée, ça veut dire que les fils d'ouvriers peuvent faire des études, et s'ils font des études, ils s'en vont. Donc, on a intérêt quand même à ce que les enfants d'ouvriers fassent pas trop d'études. Et de quand il date le lycée de Mazamet? Ça, c'est intéressant. Le lycée de Mazamet, c'est les années 60, je crois. Ouais. Alors, dans la série des circulations, de façon culturelle et sportive, Thomas Ramos, quand même, qui est le plus célèbre mazamétain désormais, il vient d'où? Est-ce que tu sais Thomas ça? Ramos, il vient de mon quartier, Thomas Ramos. Oui, mais avant, sa famille, Ramos. Ouais. Oui, Thomas Ramos, il est d'origine espagnole. Alors, à part le suivre à chaque match du stade toulousain et crier plus fort quand c'est lui qui marque ou qui transforme que n'importe quel autre joueur. Mais son grand-père est sur le marché tous les samedis matins dans cette ville et explique les exploits de son petit-fils aux Mazamétains qui font le marché. Mais moi, j'ai pas plus d'infos que ça sur Thomas Ramos, si ce n'est qu'effectivement, il est d'origine espagnole. Mais il y a un super documentaire qui est sorti sur Canal+, que je vous invite à aller regarder, sur Thomas Ramos, qui dure 1h15, 1h30, et que je trouve fort intéressant, au-delà de l'aspect sportif de ce joueur toulousain, qui dit des choses aussi de l'histoire familiale de ces gens-là. Mais là, j'ai pas d'infos plus précises, mais je te promets que je vais faire un article sur Thomas Ramos. Ah ben non, on a Hugo Mola à Mazamet aussi. On a Mola, on a Ramos. Et Lucien Mas. Et on a été champion de France, je crois, en 51, 53, je sais plus. Non, attends, on a été champion une année, Rémi. Bon, moi, justement, j'intercepte, tant pis. Bon, je voulais pas te reprocher, mais enfin, voir que, pour les études, on a fait faire un master avec Jacques Thomas sur le football. Mais sur le rugby, il n'y a pas d'études importantes justement sur cette équipe précise avec le grand, immense que j'ai connu, Lucien Mias, qui était quelqu'un extraordinaire. Alors, à Groyer, par contre, nous avons une très bonne étude qui montre que les problèmes d'opposition entre patrons, qui sont des beaucoup plus petits patrons à Groyer que à Mazamet. Et qui dépendent de Mazamet. Et leurs ouvriers, ils se résolvent par le fait qu'il faut les deux jouent dans l'équipe. Dans l'équipe Groyer, à un moment donné, il y avait 7 ouvriers et 8 patrons. Petits patrons. Alors, quand on a porté le même maillot, on ne peut pas avoir une même réaction après, au point de vue politique, syndical, etc. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra creuser ultérieurement. Voilà. Ouais. J'avais une autre question à poser, mais je voulais rien dire. Je viens de démontrer que le rugby nie la lutte des classes. On prend la question suivante. Moi, je me demandais, vous aviez peut-être un peu déjà répondu, mais comment ça se faisait qu'il y avait autant de protestants à Mazamet et comment ils avaient fait pour prendre les positions de pouvoir? Oui, alors en fait,
c'est qu'au moment où la religion réformée émerge, et là, pour le coup, les écrits de Gaston Tournier le montrent assez bien, hein, il le quantifie, etc. On a effectivement dans ce territoire-là, par le biais des circulations des marchands tisserands, parce qu'au XVIIe et au XVIe, il y a une industrie textile de fil, de tissage, on est sur le tissu plutôt. Et donc, on a une conversion de ce bourg qui est pas énorme, hein, au XVIe siècle. C'est pas une grande ville, quoi, mais c'est une ville de passage, en fait. On est pour aller de Montpellier, Carcassonne, Nîmes, enfin, et puis on passe la montagne et ça circule. En fait, à la fin du XVIIe siècle, il y a même eu une période où le culte catholique était interdit dans cette ville parce qu'elle était essentiellement protestante. Et au moment des guerres de religion, parce que j'ai dû m'y intéresser un peu, hein, au moment des guerres de religion, il y a eu des moments très violents, comme partout dans le pays, mais par rapport à d'autres places protestantes dans le pays, à Mazamet, on a relativement épargné la religion protestante, même si à un certain moment on a interdit le culte protestant, etc., ça n'a jamais tenu parce que enclavement et majorité. Et pour vous donner une idée, c'est qu'on était sur un bassin au début du 18e, là, à peu près 4000 protestants à Mazamet pour une population de 5 ou 6 000 habitants. On met 10 dragons pour surveiller cette population. Et dans la région de Mazamet, on arrive à organiser des assemblées du désert qui peuvent rassembler plus de 200 ou de 500 personnes sans qu'il y ait de grosses inquiétudes. Parce que 10 dragons, ça va pas renverser la table. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est que par rapport au nombre de protestants envoyés aux galères, par rapport au nombre de protestants qu'il y avait à Mazamet après la révocation d'édit de Nantes, etc., on a 7 Mazamétains sont envoyés aux galères. Si on compare avec des régions comme Grenoble, le Dauphiné, comme La Rochelle, comme d'autres places, Nîmes, etc., c'est pas beaucoup. Et ça ne veut pas dire que c'est juste, hein, mais c'est très peu. Et surtout, sur les 7, il y en a 3, je crois, qui ont pu revenir à Mazamet parce qu'on a racheté leur peine. Enfin, voilà. Et c'est intéressant parce que dans le récit, et c'est ce dont on n'a pas pu parler, mais du coup, vous m'en donnez l'occasion, on a la question des échelles en histoire qui se pose. C'est-à-dire qu'à Mazamet, les protestants ne sont pas dans la même situation de domination qu'au niveau national, où ils sont totalement dominés et persécutés. Et comment les protestants mazamétains du XXe ou XXIe siècle se situent dans ce récit national, sachant qu'à l'échelle locale, leur histoire est quasiment à l'inverse. Puisque comment on fait pour se retrouver dans un récit national de persécution, de domination, de violence terrible de la part du pouvoir politique et catholique, quand au niveau local, on avait le pouvoir politique et religieux, et là on fait le grand écart. C'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait que les échelles en histoire, c'est à prendre en compte, tout comme la chronologie du temps long, du temps court, voilà. Qui souhaite poser une autre question ? Je crois que le paradoxe mazamétain continue, puisque j'ai vu hier soir qu'il n'y avait pas de liste d'opposition à Mazamet. J'en étais sûre. Voilà, j'avais pas l'info. J'étais sûre qu'il n'y en aurait pas. Il n'y en a pas. Voilà, d'après ce qu'on dit. Voilà. Donc le paradoxe continue. Juste 2 intuitions. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Je crois que dans la réflexion sur l'identité des communes, des villes et des villages, aujourd'hui, il y a une ouverture qui arrive et qui est nécessaire. Parce que pendant trop longtemps, je pense qu'on s'est basé sur le socio-économique pur, qui ne doit pas être négligé puisqu'il est fondamental. Mais souvent, il est pris à contre-pied complètement. Et l'exemple que je voudrais donner, vous me direz s'il y a une parenté avec une observation à Mazamet. Dans nos villages, il y a 30-40 ans, la majorité de la population avait considéré que c'était le déclin définitif des villages. Pourquoi ? Parce que l'agriculture diminuait, les commerces aussi, l'exode rural, etc. Or, on se rend compte aujourd'hui que dans la plupart des villages de France, il y a beaucoup plus d'habitants qu'il y a 100 ans. Donc là, c'est un paradoxe, c'est une révolution mentale à opérer. Parce que on avait imaginé un déclin programmé des villages, or il y a un avenir fantastique des villages, au-delà du socio-économique, qui
qui ne doit pas être négligé. Et deuxième remarque, concernant l'histoire plutôt contemporaine, entre histoire et mémoire, qui sont vraiment en dualité et souvent contradictoires, parce que souvent, lorsqu'on vient présenter une étude historique dans un lieu, on peut être en contradiction avec la mémoire, avec la doxa que vous évoquez. Et ce que je voulais vous demander, c'est, voilà, moi j'ai l'impression que très souvent dans les enquêtes sur l'histoire contemporaine, je parlais, 20e siècle en particulier, comment dire, on a vraiment l'impression qu'il y a un décalage, que lorsque les témoins parlent, ils parlent beaucoup plus de leur ressenti que des acteurs sur lesquels on les interroge. Et ça mérite d'être travaillé. Merci. Alors, je vais commencer par répondre à votre dernière question, puisque pour les historiens, la question des mémoires, elle est essentielle. Hein. Les mémoires sont des sources pour les historiens, comme les articles de presse, comme les archives. Et la question que se posent les historiens, c'est comment donner sa place à tous et à chacun dans l'histoire. L'histoire se veut un récit qui appartient à tous et à toutes, là où les mémoires sont plutôt liées à des groupes, hein, que ce soit des villages, des quartiers, des communautés religieuses, des familles politiques. Donc le travail de l'historien, c'est de savoir utiliser ses mémoires pour compléter ses sources, hein, et pour rendre à chacun une histoire dans laquelle il ait sa place. Et aujourd'hui, je vais faire, je ne sais pas si j'ai le temps, hein, Olivier, mais juste, je renvoie, les historiens et les profs d'HistéGéo aujourd'hui sont sur le devant de la scène parce que dans un climat de plus en plus tendu, de plus en plus repli sur soi, de plus en plus identitaire, on s'invente presque aussi des histoires et locales voilà. Et les historiens ou les profs d'HistéGéo, quand ils font leur travail face à des élèves ou des étudiants, passent beaucoup de temps et d'énergie à essayer d'expliquer que l'histoire qu'on enseigne, c'est une histoire sourcée, documentée, argumentée, et que les mémoires n'en sont pas exclues, mais qu'elles y ont leur place. Mais comme vous le dites, on est sur à la fois de l'affect, du ressenti, mais je dirais aussi de l'affect. Hein, et c'est pour ça que les historiens, il faut qu'on soit très clair avec notre propre histoire à nous, hein, pour pas trop dévier. Et je pense que l'histoire, dans l'idéal, elle devrait apaiser. Moi, je me sers toujours des mots de Patrick Boucheron pour expliquer à mes étudiants qu'on a besoin d'histoire pour prendre le temps de réfléchir. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûre que certains, moi ce que j'appelle des toutologues, hein, des gens qui se disent, qui ont leur avis sur tout, mais qui sont spécialistes de rien, sont capables de vous parler aussi bien des vaccins Covid que de la guerre en Ukraine, que de la Coupe du Monde de foot. Et ça pose un problème parce que il faut rendre à chacun sa spécialité. Et les historiens, et les profs d'HistéGéo, on est en difficulté. Enfin, il y a Laurent Joly qui travaille beaucoup là-dessus. La question qu'on se pose aujourd'hui en histoire, c'est on descend ou on ne descend pas dans l'arène médiatique. Et quand on y descend, est-ce que c'est utile ou pas? Est-ce que nous sommes audibles ou pas? Voilà. Et après, par rapport à ce que vous parliez ce que vous disiez sur les villages, je suis moins spécialiste là de la question, mais j'entends ce que vous dites. Et de fait, peut-être qu'on est passé de villages qui vivaient essentiellement d'activités rurales et agricoles à des villages où quand même une partie des habitants vont travailler à la ville. Et donc, on est plus dans une structure de périurbanisation ou de villages dortoirs parfois. Pas tous, hein, mais est-ce que le village aujourd'hui a la même signification pour tous ses habitants, y compris ceux qui y sont depuis peu, que ce qu'ils pouvaient avoir, moi, quand je travaille sur les années 20, 30, 40, même 50, voilà, je ne sais pas. Là, je n'ai pas la réponse, monsieur. Oui, un peu la fin des clochers, s'il devait y avoir. Alors, deux citations à vous donner la parole pour une dernière question, peut-être, parce qu'on est proche de la fin du temps. Cette histoire du rapport à la mémoire et au rôle de l'historien et même de l'enseignant. Une de Pierre Laborie, hein, qui disait, au fond, un historien, c'est à la fois un sauve-mémoire et un trouble-mémoire. Donc, malgré tout, on n'est pas forcément là pour rassurer non plus, hein, parce que sauve-mémoire, bien entendu, mais trouble-mémoire, pas moins. C'est-à-dire aller voir ce qu'il y a derrière les doxas comme type de construction d'un réel social par les imaginaires collectifs. Et puis l'autre citation, avec laquelle on peut être d'accord ou pas, qui est celle de Pierre Nora, qui disait, au fond,
La mémoire divise et l'histoire unit. Je vous laisse avec ça. Vous n'avez pas 5 heures, mais vous pouvez y réfléchir. Hein. Hein, la mémoire divise, l'histoire unit. Est-ce que ça fonctionne tout le temps? Monsieur. Oui, merci. Bonjour. Et d'abord, Lucien Mias, évidemment, Thomas Ramos et les frères Jalabert, Laurent, et surtout Nicolas, puisqu'il a beaucoup servi aux autres pour qu'ils fassent des courses honorables. Donc voilà, Nicolas, c'est un peu l'ouvrier du cyclisme. Il y en a beaucoup, hélas. Oui. Alors. Non, mais il y a une course chaque été. Il y a la Jalabert. Oui. Laurent Jalabert a donné son nom à une place de Mazamet. Et il y a la grande Jalabert, c'est celle de. Ouais. Et la petite. Et la petite Jalabert, c'est Nicolas. C'est pas possible. Voilà, c'est ça. Alors, voilà, franchement, c'est un symbole assez inquiétant quand même quelque part, même si ça va paraître sympathique aux yeux de certains. Je voulais vous poser des questions sur les municipales, mais vous y avez déjà répondu. Donc, les listes ne sont pas closes, mais donc il n'y aura pas de maire de gauche demain à Mazamet. Et je vous pose ma question. Donc, c'était une conférence de haut vol. Hein. Merci de nous avoir appris tant de choses sur le paradoxe mazamétain. Alors moi, je vais vous poser une question terre à terre au sens propre du terme, en référence aux thèses de Siegfried que vous connaissez. Quelle est la nature du sol à Mazamet? Calcaire ou granitique? Et en quoi ça alimente le paradoxe mazamétain? Je vous remercie. On a des buts témoins en géologie à Mazamet. Hein. Si vous allez du côté de, ça y est, je vais avoir de Cocaillère, vous avez les buts témoins de calcaire. Cocaillère, vous avez les buts témoins de calcaire. Après, si vous allez côté Montagne Noire à Carcassonne, on est plutôt sur du mica-schiste et ce type de roche. Le granit, on va être plutôt au-dessus de Castres, dans le Cidobre, voilà. Et alors, l'histoire des granites calcaires, oui, ouais, voilà. Moi, je suis pas sûre que le sol détermine l'appartenance religieuse, en fait. Ben, je sais, ouais, je sais bien. Mais on a des buts témoins, des traces du passé quand même. Voilà, si je reviens en géologie, Alors, si on s'intéresse à ce qu'il y a au-dessus des roches, on est vraiment avec un humus renouvelé quand même, grâce à cette étude. Et on peut que remercier encore une fois quand même Stéphanie Maffre. Merci. De nous avoir accompagnés. Et on se dit à bientôt, ici même, bien entendu. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus. Nombreux un samedi matin, c'est pas une banalité. Merci Stéphanie. Il s'agissait d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche samedi 10 janvier 2026 avec l'historienne Stéphanie Maffre, autrice de l'ouvrage La trame du passé et le fil de l'histoire, l'invention de Mazamet, catholiques, protestants et autres, édité aux presses universitaires de Rennes. Réalisation et mise en onde Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.